Ben là. Hey, salut tout le monde, bienvenue à cette 8e saison de Ben Lala. Ben là. Et comme à l'habitude, j'ai mes collègues qui sont là avec moi. Ben là. Je dis comme à l'habitude, par contre, il faut quand même recadrer un petit peu. La saison 7 a été quand même assez particulière. Pourquoi je dis ça? C'est que elle a été perturbée par des choses qu'on appelle un peu comme la grève, ce qui fait en sorte que, on est obligé de se retourner un peu sur un dixaine. Puis, dans le contexte actuel, je trouvais ça un peu... moi, je peux dire un peu délicat de parler de syndicats pendant cette période-là. Ce qui fait en sorte que j'ai traité de certains sujets, puis aussi, j'ai pas surutilisé Marc, j'ai pas surutilisé PO, qui était encore étudiant, et Sylvain, qui est un grand voyageur international. Donc, j'ai fait quelques épisodes seul pour, justement, dans le fond, alimenter le balado. Mais là, la saison 8, on la lance, on poursuit cette saison et on va avoir bien sûr un peu plus de collaboration de nos collaborateurs. Alors, on va commencer avec Marc. Je voulais savoir comment tu vas, Marc. Comment tu commences ton année? Là, on arrive bientôt en février. Moi, ça va super bien. En passant, probablement que tu t'ennuyais beaucoup de nous autres. Fait que tu avais hâte de nous revoir un peu, j'imagine. Je dois vous dire que malgré la semaine folle que j'ai eue et le peu de temps de préparation, parce que souvent, quand on a ça, je prends le temps de préparer. Et là, je vous dirais, j'ai pris peut-être 45 minutes, 1 heure pour maximum préparer. Alors, mais j'avais hâte, mais tu sais, je me disais, j'étais avec des pros, là. J'ai la chance d'être avec des pros. Donc là, je me dis, garde, on va se laisser porter, on va amener des sujets, on va vous laisser toute la place de vos chroniques, puis on va bâtir avec ça. Puis on va s'amuser. Exactement. Mais honnêtement, je suis hyper content cette semaine. Nos étudiants sont enfin rentrés parce que quand même, le début de session, on a eu comme 2 semaines avant que les étudiants rentrent. Et c'est un peu plus long. Fait que quand nos étudiants arrivent, ça fait du bien. Ah oui, puis c'est il y a de la vide. vie. C'est vivant. Un cégep pas d'étudiants. Ouais, c'est pas un cégep. Exact. On a PO. Yes. PO, comment tu te sens en ce début de session? Ben, c'est un peu étrange parce que c'est la seule session où je suis presque pas au cégep. J'ai seulement un cours cette session-ci. Et le cursus scolaire qui achève, je termine en mai. Donc, c'est stage sur le terrain, sur l'ambulance, tout ça. Donc, je me sens bien, je me sens en forme. Mais ça fait drôle de ne pas venir au cégep. Je pense que c'est ma 2e journée cette semaine. Puis écoute, je viens faire un podcast. Là, ce que tu dis, c'est que tu es sur la route avec l'ambulance. Oui, exactement. Ben, je la conduis pas, bien évidemment. C'est là, ma deuxième question, c'était ça. Tu fais-tu du Max Verstappen? Oui. A-t-il le permis de conduire? Oui. J'ai le cours de conduite d'ambulance qui se donne à la première session de la 3e année. Là, donc la 5e sur 6, si on veut. Donc, on a fait ça sur circuit fermé du côté de Saint-Honoré. Donc, oui, j'ai mon permis d'ambulance, j'ai le permis 4A, qui donne droit au 4B. D'ailleurs, je peux chauffer un minibus si on organise un voyage. Parfait. En passant, le programme dans lequel tu es, SPU, a eu un cadeau la session dernière. On a eu une ambulance. C'est j'ai vu passer ça. La compagnie Par Action qui nous a fait don d'une ambulance. Donc, on va vraiment avoir une ambulance pour faire nos cas au complet parce qu'on en a une sur le département en haut. Mais on a une maison où on a fait la maison hantée, justement, la session dernière. Une maison où on va pratiquer. Puis là, on va pouvoir embarquer nos patients qui souvent sont actés vraiment dans une ambulance parce que faut dire qu'il y a quelque chose qui se passe entre on part de chez le patient ou la patiente puis on s'en va à l'hôpital. Il y a des actes qu'on fait dans l'ambulance. Donc, ça va ajouter, je pense, justement, au réalisme de nos simulations. Puis c'est vraiment une bonne nouvelle. Un passionné comme toi de Formule 1, en arrière du volant d'une ambulance, c'est-tu des feelings qui se ressemblent? Non, parce que l'ambulance est loin d'avoir d'appui aérodynamique autant. Mais, est-ce que ça fait partie de tes projets de voir organiser une course d'ambulance à Saint-Félicien à l'autodrome? Ça serait bon, ça. Ça serait hot, mais en tournant en rond comme ça, d'après moi, on aurait une coupe sur le côté. Je sais qu'ils ont déjà fait ça. Ils ont déjà fait ça avec des autobus, là, des autobus scolaires. Là, puis, je salue David Tardy, qui est directeur des programmes chez Énergie Rouge. Puis je pense qu'il s'était fait peur assez solide en course de. Il conduisait l'autobus? Il avait déjà fait ça dans le temps. Écoute, ça remonte peut-être au début des années 2010 avec Simon Roy-Martel. Il était allé faire ça à l'autodrome Saint-Félicien, dans le temps que c'était Énergie, la méchante radio avec la panthère et tout.
Puis les gars, ils avaient fait la course En autobus scolaire. C'est bon, ouais. c'est bon, c'est une bonne idée. Ouais, c'est une bonne idée, mais Ils se sont fait peur. ça se verse un autobus scolaire. C'est ça bon. le problème. Ben, écoute, Fait qu'on on va garder ça, on va proposer Ouais. ça à l'autodrome. exact. Puis on va essayer. C'est juste qu'il faut se trouver des ambulances. Fait Ouais, que, ça va être plus délicat, je pense, parce que... ça, c'est un autre dossier. Sur le site du gouvernement, il y a des ventes aux enchères, là, des Oui. encans. Il y a des vieilles ambulances, des fois. Ah, sûrement. sûrement. Il y en a Encore. une sur Marketplace en ce moment. Ah oui? Ah ouais, mais t'as 20 000 piastres, man. Ça coûte cher, la course. C'est pas comme l'enfer où tu te prends un char à 500 non, piastres. non. là. Tu veux pas la verser sur le côté. Non, c'est ça. Normalement, non. C'est bon. Écoute, PO, on va te souhaiter une bonne session de Yes, stage, merci. puis on va t'accaparer parce qu'on ne sait pas si dans la saison 9, tu resteras avec nous comme ancien étudiant. Ben ouais. Hein? Que ça, c'est comme... Est-ce que je serais le premier? Ben non, Sylvain, c'est Oui, c'est vrai. C'est un ancien du Exactement, c'est cégep. un ancien du cégep de Chicoutimi. Donc, ça, il y aura toujours de la place Ah, pour, parfait. pour un gars comme toi. Voyons, PO, on ne te laissera pas partir comme ça. On a notre ami Sylvain. Sylvain, comment est-ce que tu arrives dans cette nouvelle année, dans cette Écoute, nouvelle saison? Écoute, j'arrive heureux, positif, frais et dispo reposé du temps des fêtes. Rarement, hein, habituellement, c'est la folie. Non, cette année, ça a été super tranquille. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on l'est étalé sur un plus grand nombre de soirs au niveau réception. Donc, c'était moins condensé, moins fatigant, moins épuisant. Puis, on commence l'année vraiment positif, avec une vision économique aussi positive. Quoique, si tu regardes l'économie du Québec, du Canada au ralenti, on aurait tendance à penser le contraire, mais dans mon domaine, des fois, le contraire, c'est là qu'il y a des occasions. C'est là qu'il y a des opportunités. Donc, il va falloir les saisir. Et même, à la limite, les créer. On pourra en reparler Ben oui. de toutes ces opportunités-là. Moi, de mon côté, messieurs, j'arrive très heureux parce que j'avais hâte de relancer cette saison-là, cette continuité-là de ce beau projet-là. Et en plus, ben, c'est comme la première fois que je reprends, en guillemets, le micro parce que j'avais quelques engagements dans le temps des fêtes, d'animation, tout ça, que j'ai été obligé d'annuler parce que depuis le 26, depuis le 26 décembre, j'étais malade. Ben voyons. On était au chalet. J'ai laissé ma famille au chalet au complet, les enfants, ma conjointe, tout ça. Et je suis revenu à la maison. J'ai été au lit facilement jusqu'au 2-3 janvier. Puis même à ça, dans cette semaine-là, j'ai resté au lit quand même. Puis quand la famille est arrivée, ben là, je m'isolais dans la chambre. Donc, on faisait chambre à part. J'étais dans la chambre, ma conjointe sur le divan. Et quand j'ai commencé à aller mieux, là, c'est ma conjointe qui a comme attrapé ce que j'avais. Et là, c'est moi qui dors sur le divan. Et c'est elle qui est dans la chambre. En tout cas, au moins, ça s'équilibre. Non, exactement. Influenza ou quelque chose du genre? Ça ressemble pas mal à la Ok, COVID, ouais. la Ah, ok. fameuse COVID. Là. Ouais. Parce que selon les symptômes, mais c'était assez difficile. Donc, on a été relax. Alors là, c'est le fun parce que quand je dis que j'ai été obligé d'annuler, c'est parce que je faisais du bénévolat d'animation. Ben oui. Alors là, en lançant ça avec une voix, sans tousser, hein, parce que commençait à dire « Hey, et toi, PO? » Ah, c'est ce qui n'est pas facile. C'est pas... Effectivement, c'est pas facile. Alors, messieurs, avant de passer à la chronique de Marc pour ce premier épisode, j'aimerais ça qu'on se fasse une table ronde. OK. J'en ai parlé en début, en introduction. L'automne a été perturbé par les grèves. Et en date du 28 décembre, le Front commun a annoncé une proposition d'entente de principe qui allait être présentée aux membres de leur syndicat. Et pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas trop suivi ça, c'est qu'au Québec, dans la négociation, il y avait un front commun dans lequel il y avait plusieurs syndicats qui s'étaient regroupés. Et il y avait à côté la FAE, la Fédération autonome de l'enseignement, et il y avait la FIC, donc la Fédération... Interprofessionnelle du Québec, Québec. c'est ça? Exactement. Ouais, hein? Ça semble. Donc, il y avait, dans le fond, ces trois groupes-là qui négociaient en même temps. Et la FAE, vous en avez entendu un peu plus parler parce qu'ils étaient en grève générale illimitée. Donc, je dirais, leur résultat faisait partie, en fait, leurs conséquences faisaient partie intégrante de l'actualité. Donc, ça a créé beaucoup de perturbations parce qu'ici, en région, on a eu quoi? On a eu une dizaine de jours de grève de façon générale. À peu près, oui. C'est ce qu'on... Exactement. Tandis que eux, c'était 22 jours. Alors, aujourd'hui... Aussi, la différence, c'est que vous avez échelonné ça, si je ne me trompe pas, sur 3 semaines, 1 mois, tandis que de l'autre côté, c'est 22 jours consécutifs. Ouais, en La effet, FAE, ils sont sortis. Ouais, On sort. carrément. Exactement. Il était plus, je dirais plus... Revendicatif. Oui, revendicateur, plus agressif, je voilà. pense. Et ça m'amène à cette première question. Aujourd'hui, en 2024, est-ce que vous pensez que le syndicat
et les négociations syndicales ont encore leur place. Hey! Oui. Et quelle question? Quelle question? Sérieux, c'est... dans certains domaines, oui, puis je n'avais déjà parlé avec plusieurs personnes. Le conflit qu'on vient de vivre dans la fonction publique était nécessaire. Il était nécessaire. Dire le contraire, ce serait être à la limite malhonnête. Peu importe que tu sois du côté du patronat, être un propriétaire d'entreprise qui ne comprenait pas pourquoi les gens sortaient, puis ils sont mieux non, c'était nécessaire. Parce que je pense que dans les 20 dernières années, c'est la fonction publique qui a été le tampon du gouvernement, c'est-à-dire qui a épongé des déficits, épongé des ralentissements économiques, épongé toutes les décisions gouvernementales discutables parce qu'on leur disait « Ah là, l'économie va pas trop bien, si ça ne te dérange pas pour cette négociation-ci, on va vous donner un petit peu moins, mais là, on va se reprendre à la prochaine. Ouais. Combien de fois je l'ai entendu dans les 20 dernières années, peu importe qui était au gouvernement, que ce soit le PQ, que ce soit les libéraux et maintenant la CAQ, pendant la pandémie, a fait la même game. Là, on est en période de crise. On va vous renouveler. On vous donnera peut-être pas ce que vous voulez, mais on va se reprendre la prochaine. Et là, tout d'un coup, on fait la sourde oreille du côté gouvernemental. Ça aurait été impensable qu'ils ne réussissent pas à obtenir ce qu'ils ont obtenu. Et là, lancez-moi des pierres. Mais moi, j'étais tout à fait en accord avec ce conflit-là. Et j'étais tout à fait en accord, même à la limite. Je trouve que la FAE a mal joué ses cartes en allant tout de suite en grève illimitée. En y allant tout de suite. Mais j'étais de ceux qui disaient il faudrait qu'on se rende jusque-là. Jusque-là, pour réajuster le balancier et rendre attrayante la fonction publique, parce qu'elle ne l'était plus. Et moi, je suis dans le domaine financier. Quand je vois des talons de paye là, de la fonction publique, je m'attends tout le temps à des maudits beaux gros montants. Hey, non. Ah non, il y a des jobs que c'est ridicule, les payes que les gens reçoivent là, dans certains domaines par rapport à ce qui se donne dans le privé. Je te donne juste un exemple. Adjointe administrative, tu vas me dire, oui, c'est vrai, ça prend pas des années d'université là, pour être adjointe administrative. Un bon français, être capable de répondre au téléphone, faire de la paperasse, un peu d'Excel, un peu de connaissance générale de Word, de Office, pardon. Oui. Et on va te donner dans le privé entre 35 et 40 000 $. Dans la fonction publique, c'était 27. Là. Non, c'est des salaires qui sont, comme tu dis, indécents d'une Indécent, certaine... exactement. Ouais. Et le clash était nécessaire. Parce que c'est pas parce que tu as un fonds de pension qui est associé à ton emploi que le salaire de base que tu dois, dans le fond, avoir doit automatiquement être plus bas. Moi, je me souviens contraire. de la décision que j'ai prise quand j'étais face au choix de dire j'enseigne maintenant à temps plein, j'ai ma permanence, et est-ce que je continue dans le privé? Tu sais, la décision, c'est oui, je vais gagner plus dans le privé, mais je n'aurai pas la qualité de vie. Puis, je n'aurai pas non plus le salaire. Oui, mais je vais avoir un fonds de pension. Ça a fait partie de l'ensemble de la réflexion et j'ai choisi d'être prof pour l'ensemble de ces raisons-là, mais aussi parce que je voulais avoir une qualité de vie qui venait avec. Exactement. Et je te dirais, dans les 5 dernières années, moi, je l'ai vu, mon pouvoir d'achat baisser. Donc là, quand je vois les augmentations, je me dis « Ah, wow, ça va être intéressant ». Mais c'est quand même en dessous de ce... Mais tu sais, vous allez me dire, tu avais juste allé dans le privé. Un là. peu ce que Sylvain raconte, c'est qu'on a tellement repoussé que là, c'est un peu plus du rattrapage. Le rattrapage est difficile. Exactement. Le difficile à rattrapage aller est chercher, là. difficile. Et ce rattrapage-là n'a pas encore, selon moi, été atteint. Donc- Mais il y a un maudit bon bout de fait. Ouais, là. exact. Non, mais au moins, il y a une bonne partie qui est Ah faite. oui, ah oui, ah oui. Puis tu sais, on parlait de stratégie tout à l'heure du Front commun, du Front commun et de la FAE. Du côté du Front commun, moi, je trouve que la stratégie était vraiment bonne. Parce Oui, c'est excellent. on y allait tranquillement. Comme ça, les Exactement. membres n'ont pas non plus Trop souffert. Et on a profité des sondages de la CAQ qui étaient en baisse. Et on voulait régler ça avant Noël. Parce que, écoutez, avant le temps des fêtes, il fallait qu'il se passe de quoi ou pendant le temps des fêtes. Ça s'est réglé pendant le temps des fêtes. 28 décembre, je pense qu'on disait tantôt. Mais à un bon moment donné, je me disais, du côté du gouvernement, la pression vient de partout. Tout le monde attaque en même temps. Et notre cote de popularité était en train de baisser drastiquement comparativement à ce qu'on a connu dans les dernières années. Années qui étaient soit pandémiques et même post-pandémiques, où on se disait, ah, tu sais, qui aurait fait mieux, puis tout ça. Mais On l'appelait le gouvernement Teflon, d'ailleurs. oui, Peu importe ce qu'il faisait, ça ne collait pas. Exactement. Ouais, c'est ça. Bon, il y a eu des bourdes là, avec l'affaire des Kings à Québec, il y a eu une couple de trucs comme ça, puis on dirait que la chaîne s'est mise à débarquer. Ouais. Et là, hop, la FAE qui est en grève, le Front commun qui est en grève, la FIC qui est là. Fait que là, ça venait de tout bord, tout côté.
l'impression que ça a aidé fort possiblement la cause des Puis, syndicats à ce puis ce moment-là. qui est dangereux, tu parlais de la cote de popularité qui descend. Ce qui est dangereux là-dedans, ce sont les facteurs multiplicateurs. Puis je vous explique un peu mon idée. C'est que c'est quand tu as, par exemple, un facteur multiplicateur qui dit, ben mettons que tu as une insatisfaction sur quelque chose. Tu rencontres une autre personne qui a une insatisfaction, mais différente que la tienne. Elle s'ajoute, elle se multiplie. Exactement. Donc là, c'est le facteur multiplicateur en politique qui fait en sorte que l'insatisfaction devient plus grande au fur et à mesure que les insatisfactions arrivent et c'est là où ce que les gens s'emportent aussi. Donc là, toi, tu n'es pas content, moi, je ne suis pas content. On se craint. On se cogne des parts. On se craint. On se cogne des parts. Et là, après ça, ça génère cette fameuse insatisfaction-là. C'est excessivement dangereux et c'est très difficile aussi à ramener. Donc là, effectivement, à la pause du temps des fêtes, parce que dans le fond, ce qu'on ne veut pas, c'est que les gens insatisfaits se parlent de leur insatisfaction. Sauf que là, tu sais, c'est drôle. Moi, depuis là, que les ententes commencent en fait, à passer dans les syndicats, on voit quand même un certain, pour le Front commun, on voit un bon pourcentage qui vote pour. Ça fait quand même une différence. Là. Tandis que la FAE, c'est 50-50 actuellement. Il reste au moment où on se parle, il reste un syndicat à décider et on verra un peu qu'est-ce qui va arriver. Donc, à la question que je vous posais, est-ce qu'en 2024, il y a encore de la place pour le syndicat? Ah oui. Sylvain, je présume que oui. Ben oui. Toi, Marc, oui? Donc, on y a pas directement répondu, mais j'étais pour te ramener. Ben oui, il y a encore. Sauf que le rôle du syndicat a peut-être changé avec les années. On n'est plus dans la syndicalisation des années 70, 80, où c'était revendication. Maintenant, c'est négociation. C'est négociation, c'est collaboration. Et il faut être plus intelligent aussi, plus négociateur, plus brillant, plus, je te dirais, il y a un terme en anglais, wise, brillant. Ouais, brillant. mais comment on peut être capable de faire ça? Sonia Lebel a dit en début de négociation, on va faire des tables de concertation, on va s'asseoir. Elle a essayé des choses nouvelles. Le syndicat s'est braqué. Non, nous, on négocie seulement qu'à la table de négociation. Mais ça va changer avec le temps. Là, les dirigeants vont changer. Écoute, moi, j'ai toujours dit, jadis, la FTQ, c'est un syndicat de négociation et la CSN est un syndicat de confrontation. Et là, je ne peux plus dire ça. Non, ils sont ensemble. T'as tout compris? Ils sont rendus quasiment pareils tous les deux. Là. Tu sais, c'est comme... Bon, c'est parfait. Il y en a un qui a élevé son jeu. La CSN, avant, c'était que de la confrontation. Non, c'est vrai. Du temps de Mme Carbonneau. Là. Je sais pas. Ma tante. Ah ouais? Ah ouais? Non, c'est des blagues. C'est vraiment pas mal. Ben, Donc, du temps de Mme Claudette Carbonneau, c'était beaucoup plus... Et avant, c'était beaucoup plus de confrontation. Et c'est devenu un syndicat de négociation, un peu à l'image de la FTQ. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'ils participent, entre autres avec le fonds d'action, entre autres avec le fonds de la FTQ, participent beaucoup plus à l'économie, donc sont un peu plus confrontés à ce qui se passe dans les entreprises, c'est-à-dire les mises à pied, les résultats économiques, que ce qu'ils étaient avant, parce qu'ils sont impliqués dedans financièrement. Donc, ils n'ont plus le choix. Là. Ils ne peuvent plus sortir le bâton de baseball là, puis les flèches. Il faut que quand même ils protègent un petit peu leurs investissements en bout de ligne. Là. Donc, et la CSN et la FTQ participant maintenant à l'économie en aidant des entreprises, parce qu'on s'entend-tu que les PME prennent de la place dans le paysage québécois? Tout à fait. Donc, en bout de ligne, ils n'ont plus le choix de ne plus négocier de la même façon. Faut que ça bouge. Oui. En parlant de bougeage. Un nouveau mot. Du verbe bougeanger. Oui, c'est ça. PO, C'est fameux. toi, de ton côté, comme étudiant qui a de l'expérience, là, parce que tu n'as pas 20 ans, là, comme étudiant qui en a vu, qui a travaillé, tu as déjà travaillé dans des milieux syndiqués, toi, comme étudiant, ce que tu as vécu dans cette période-là et aussi dans l'intégration de ton nouveau milieu de travail, qui lui aussi est un milieu syndiqué, comment tu perçois ça? Bien, je te dirais que j'ai vécu deux époques. On a eu la grève du Front commun, qui était entre autres nos professeurs ici au cégep de Chicoutimi. J'ai vécu aussi la grève étudiante, les fameux carrés rouges de 2012. Donc, c'était... Oui, ça a brassé. Puis je pense que c'était correct aussi que les étudiants se prononcent. Puis je pense qu'on appuyait aussi nos professeurs. Puis on voit ce que les gens demandent. La seule chose que je me suis confronté dans les dernières semaines, c'est l'incompréhension peut-être des étudiants et étudiantes un peu plus jeunes. On était un peu barouettés de « OK, on va-tu reprendre, pas reprendre ces côtés-là? » C'est sûr que ça a eu un effet sur certains cours. Ça a eu un effet de stress en fin de session qui n'était pas de la faute de nos enseignants, ni de... Je pense qu'on comprenait ce qui se passait du côté syndical et qu'on appuyait nos enseignants. C'est sûr et certain que dans notre day-to-day,
l'étudiant était un peu plus stressé pour sa fin de session à ce moment-là. Du côté de l'AGEC, on a fait quelque chose qui est un petit peu syndicat étudiant, si on veut, notre association. On a fait quelque chose pour la rémunération des stages. La session dernière, on a eu des gens du cégep qui sont venus, de la direction qui sont venus nous appuyer. Donc, je pense qu'on veut tous ensemble avoir de meilleures conditions, puis on comprend peut-être un petit peu mieux ce que l'autre à côté va demander, au lieu d'être jaloux de « Ah, eux autres, ils ont eu tant de pourcents », puis tout ça. Je pense qu'il faut avoir ce genre de mindset-là, ce genre de mentalité de dire « OK, ouais, eux sont allés chercher ça, bravo à vous autres. Ouais. Nous autres, on va essayer aussi d'aller chercher ça, au lieu de regarder l'autre à côté. Bon, check-les, lui, il a eu 17, là. Lui, il a eu 2, puis l'autre, il a eu 3 %. Donc, je pense que c'est cette mentalité-là qu'il va falloir commencer à avoir, puis d'écouter un peu les revendications et les besoins des autres. C'est ce que devront faire, je pense, les générations futures. Mais je veux dire, tu arrives au cégep, tu as 18 ans, tu as 17 ans peut-être. Là, tu es en grève. La compréhension était très difficile. Exact. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos choses? Il y avait beaucoup C'est d'inquiétudes beaucoup à plus l'interne. des journées de congé. Mais- Puis, Oui, mais ça dépend fort possiblement. Tu es où dans le processus et Ouais. tu es dans quel cours. T'es- Moi, c'est sûr, je suis à la fin d'un processus. Fait que manquer Et des où t'es semaines, c'est aussi plus au rough. niveau de maturité. Ouais, oui. Ça t'intéresse-tu de savoir ce qui se passe de négociation ou ça t'intéresse pas? Moi, je connais des gens de 40, 50 ans qui, aujourd'hui encore, s'en sac. Ils veulent rien savoir de la politique, ils veulent rien savoir de la négociation, ils veulent rien savoir du syndicat. Ils veulent ne serait-ce ne rien savoir de leurs propres économies à eux. Il y a des gens comme ça. Fait que ces gens-là, c'est où ils se situent aussi là-dedans. Il faut ouais. respecter ça. Il faut regarder ça. respecter ça. Puis je pense qu'il faut commencer à s'informer un peu autour, à savoir, bon, pourquoi ils font ça? Pourquoi on est là? Qu'est-ce qui va se passer? Puis je pense qu'on peut aller de l'avant, mais c'est sûr et certain que ce serait de vous mentir de dire que ça n'a pas dérangé. Et c'est normal. Normal. C'est normal parce qu'on est en grève. Il faut qu'il y ait une action à quelque part. Sinon, la ça fait rien, la ça donne grève, rien. ça s'appelle un moyen de pression. Exactement. Exact. Si ça ne dérange pas, C'est ça. À ce moment-là, tu sais, comme au Québec, c'est quand même un peu, je dirais, inégal. Quand je dis inégal, c'est parce qu'il y a des réalités comme Montréal, Québec, de différents syndicats qui utilisent des moyens différents. Et on le voit dans le vote, là, dans l'acceptation, ne ben serait-ce oui. que des offres du gouvernement. Ce qui se passe à la FAE, qui est très Montréal, c'est tout à fait une autre planète que ce qui s'est fait ailleurs au Québec. nous, là. du Front commun. C'est ce qui m'amène à vous dire, est-ce qu'on devrait considérer l'éducation comme étant moi je peux dire ça, un service essentiel? Est-ce qu'on devrait, dans le fond, dire, un peu comme la santé, l'éducation, c'est un service essentiel, on doit limiter le droit de grève? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui... Je n'irai pas jusqu'à limiter le droit de grève. L'encadrer, je dirais pas non pour protéger un minimum de jours de classe. Parce que là, avec la pandémie et ce qu'on vient de vivre, on a comme passé un message à certains étudiants que c'était pas important, l'éducation, là. C'est un peu ça qu'on a fait. Et les dommages risquent d'être là pour encore quelques années. Donc, moi, je te dirais de légiférer, d'encadrer le droit de grève en éducation pour qu'il n'arrive pas ce qui s'est passé à Montréal, c'est-à-dire 22 jours consécutifs oui. dès le départ. Écoute, c'est des dommages collatéraux hyper importants et ce sont des dommages aussi pour ces jeunes-là. Si je pense à eux dans la Révolution, là, tu dis, eux autres, il y en a même qui mangent juste à l'école. Il y en a qui ont un environnement social, ça les sécurise. Exactement, parce que c'est pas le fun à la maison. Fait que peu c'est pas importe, hein. juste apprendre. Ces là. jeunes-là, pendant 22 jours, ils ont revécu Exact. la pandémie. Exactement. Ouais, parce Exactement. que- Sans soutien en Mais- ligne, en plus. Mais moi, j'ai confiance en la vie. D'accord? Puis peut-être je suis dans mon petit monde de licorne là, et d'arc-en-ciel. Mais je te dirais que il va y avoir une période de maraudage prochainement. Ben écoute, on va voir ça. Ah ouais. D'après moi, ça va se régler tout seul. C'est-à-dire, oui, ça va faire mal à la FAE. C'est terrible comment ça va faire mal. Et je suis convaincu qu'ils vont s'auto-réglementer, d'après moi. Parce que là, jusqu'à maintenant, c'est 50 pour, 50 contre. Oui, La par proposition. rapport Ouais. aux conditions de travail. Oui, mais justement, c'est que même ceux qui sont pour, ça passe pas à 90 là. Non, je suis c'est ça. d'accord, mais ça passe pas à 90 par rapport à l'arme qu'on a utilisée versus le résultat qu'on a. Non, ça, c'est sûr. Parce que ça a quand même été 22 jours sans fond de grève. Ouais. C'est ça. C'est 22 jours C'est- sans fond de c'est- grève. Il y a des coupes de professeurs. Et c'est pas nécessairement Ouais. évident. Puis tu viens de mentionner le mot conditions de travail. Est-ce que les conditions de travail, est-ce que les classes seront plus faciles? Est-ce que les classes vont être plus propices à un enseignement et à une éducation Peut-être meilleure en pour région, les jeunes? oui. Peut-être Fort en région, possiblement, oui. On n'a pas la réalité montréalaise. C'est non ça. plus. La réalité montréalaise est tout autre. On regardait les chiffres, là.
c'est 100 quelques mille personnes qui sont entrées à Montréal provenant de d'autres pays. On parle d'immigration ici. Donc, ça amène, mon Dieu, une comment je pourrais te dire? Multiculturalité. Multiculturalité Je des pense que c'est la classes. multi-ethnicité. Multi-ethnicité des classes qu'on n'a jamais On va s'y vues attouper. là, à Montréal. Il parlait de 1100 classes de francisation. C'est énorme. La plupart à Montréal seulement. Mm. Écoute, c'est du jamais vu. Donc, quand on parle de composition des classes, quand on parle de conditions de travail, je te dirais que les gens de Montréal sont beaucoup plus affectés. Et le gouvernement devrait, à la limite, faire de Montréal une planète à part pour l'éducation. On y aurait quasiment pas le choix. Puis, tu sais, en même temps, quand tu regardes ça, tu dis, OK, pour la composition des classes, ces choses-là, donc ça prend du personnel de plus. Mais du personnel de plus, t'as beau vouloir le payer. S'il Si n'est pas t'en là, as pas. si t'en as pas. Non. Tu sais, des enseignants, il n'y en a pas de disponibles. Des TES, il n'y en a pas de disponibles. Tout ce monde-là, il n'y en a pas de disponibles. Des orthopédagogues, il n'y en a pas de tant que ça de disponibles. Et Fait que- qui maintenant veut vraiment déménager à Montréal? Tu sais, je veux pas être contre. Non, Il y a non, peut-être non. du monde de Montréal Non, qui nous Je Ben, suis écoute. natif de Montréal. Oui. Et quand j'y retourne, je ne suis pas capable de rester plus que 3 jours. Je te comprends, voilà. Théo. Non, mais- J'ai vécu là 25 ans et bientôt 25 ailleurs. Non, Avec je le ne coût de la retournerai vie, pas là. avec le Les trafic, cônes oranges. avec les cônes oranges. Les manifestations, Uh-huh. le centre-ville bloqué à peu près 200 jours par année. Le Canadien C'est de ça. Montréal. Ben, ça, c'est le fun. Ben là, Ben là, c'est en... Tu y vas pour un match puis tu reviens. Ben C'est oui, ça. c'est ça. C'est un trip. Je dis pas que c'est pas une belle ville, puis je dis pas qu'il n'y a pas d'activité, puis tout ça. Puis je pense qu'il y a des trucs qui sont très attrayants à Montréal. Cependant, souvent, dans plusieurs métiers, les conditions de travail sont différentes, puis c'est une condition de travail qui est uniformisée un peu à la grandeur du Québec. Donc, ça, déjà, en partant, c'est difficile. Le coût des logements, comment tu t'organises pour te rendre au travail. Tu sais, j'en discutais hier avec des collègues ici qui sont paramédics, puis on se disait, tu sais, urgence santé à Montréal, c'est géré par le gouvernement quand même, mais le nombre d'appels, tu fais un 12 heures, mais ton 12 heures, ça te prend 1 heure et quelques te rendre, 1 heure et quelques à revenir. Tu sais pas si tu vas être sorti de repas, tu sais pas si tu vas finir en retard. C'est pas les mêmes conditions. Souvent, la carrière à urgence santé est malheureusement un petit peu plus courte Ouais. que les autres carrières de paramédics ailleurs au Québec parce que le volume est différent, parce qu'il y a une panoplie de raisons, mais crime, c'est le même salaire. Au début- Ça coûte plus cher vivre. Exactement, ça coûte beaucoup plus cher. Tu mets le pied dans la rue, ça coûte 40 en partant, ne serait-ce que les stationnements et tout ce que Ah, hein. ça implique. Donc, moi, en début 2000, j'habitais encore à Montréal, je travaillais au centre-ville et j'habitais au nord de la ville. Ça me prenait 60 minutes de me rendre au travail. D'accord? Je partais de Montréal-Nord pour me rendre Coin-Pile et Sainte-Catherine. 60 minutes à tous les jours pour me rendre au travail. À cause des bouchons, à cause des détours, à cause des manifestations, à cause des festivals. Il y avait toujours une raison. À un moment donné, j'ai dit, je vais déménager sur la couronne nord. Je vais aller vivre dans les Basses-Laurentides, à Brownsburg, près de Saint-Sauveur-Moronite. Je me suis acheté une petite maison là-bas. Ça me prenait 50 minutes de me rendre à Montréal. OK. c'est moins C'était long. moins long. Parce que je prenais une autoroute qui m'amenait en arrière via le réseau d'autoroute, en arrière de mon travail. J'avais une petite marche à faire après. Puis j'étais rendu là 10 minutes de moins que de partir de Montréal vers Montréal en partant de la banlieue. Et il y a de plus en plus de gens qui font ça. Donc aujourd'hui, ce 50 minutes-là, il doit être rendu à 2 heures. Non, c'est sûr. Donc c'est hallucinant ce qui se passe là-bas. Puis tu parlais de carrière beaucoup plus courte. C'est la même chose au niveau de l'éducation, là. Écoute, l'énergie que doit déployer un professeur, ne serait-ce que pour se faire comprendre dans une classe. C'est sûr que C'est quand tu différent. arrives là, puis que tu es habitué d'au moins d'avoir la langue d'usage, Oui. la langue d'enseignement qui est maîtrisée. À ça, par exemple, en région, on ajoute les troubles de comportement. Les fameuses, je dirais, je ne vais pas dire des maladies, là, mais les troubles, machin truc qu'on Ben, ajoute à ça. d'apprentissage, là. D'apprentissage, Ouais, exactement. trouble d'apprentissage. Et là, imaginons qu'on ajoute la différenciation de De langue. langue et de culture. J'imagine que ça doit être assez... Épuisant. Oui, assez épuisant. Ouais, Puis même à ça, tu sais, je me rappelle quand j'ai fait ma maîtrise à l'UQAC, on était aux alentours des années 2004-2005. Souvent, on travaillait avec des étudiants internationaux, mais la majorité parlait en français. Mais, mais l'UQAC a un centre hors campus, en fait, un centre d'études en Chine. Puis il fonctionne très bien. Donc, il y avait des Chinois, mais les Chinois parlaient juste mandarin. Ils ne parlaient pas français, ils ne parlaient pas anglais. Donc, imaginez ce que ça allait amener comme complexité. C'était déjà, tu sais, même dans nos classes, c'était comme, OK, ben on veut travailler avec toi, mais c'est parce que les codes sont pas là. Imaginons, là, maintenant, imaginons-nous ce genre de situation-là. Au primaire, même si les enfants ont une capacité de s'adapter, et ainsi de suite,
ça devient Tu problématique. sais, Benoît, je le dis souvent, je suis aussi chargé de cours à l'université, puis j'ai beaucoup d'étudiants étrangers, français, belges, on peut tous nommer les pays africains. Puis je leur dis toujours en début de classe, on parle tous le français, mais on parle tous une langue différente. Donc, à partir de là, j'imagine, à Montréal, écoute, c'est encore multiplié par 1000. Là. Oui. Tu sais, fait que c'est beaucoup plus difficile. Là. Alors, messieurs, ça a été un bon sujet. On y reviendra un jour, assurément, Oui. parce que je pense que ça peut susciter des passions. Je pense qu'on a éclairé quand même certains aspects. Puis j'ai aimé notre discussion parce qu'elle était quand même constructive. C'est des sujets, des fois, qui peuvent être délicats, qui peuvent chirer assez. Enflammés. Oui, exactement. Ah ouais. Donc, félicitations, Sylvain. Bravo d'avoir cheminé. Ouais, bravo, non, Sylvain. mais je te Fier de toi. Tu mérites une gommette. Écoute, je vais te donner ton dessert avant la pizza. Ben, Maintenant- pour les auditeurs qui écoutent pour la première fois, c'est que dans ma carrière radiophonique, j'ai souvent été taxé d'antisyndicaliste. Et il n'y avait pas tard, là. Effectivement, moi, le syndicat, de la façon que je l'ai connu dans les années 80, 90, j'ai l'âge que j'ai, là, tu sais, j'ai 55 ans. Moi, j'ai connu la fermeture de Steinberg. Mon père y travaillait. Et qui blâmait? Le syndicat. Donc, j'ai commencé ma carrière dans le monde du travail comme étant un antisyndicaliste, autant en tant qu'employé, dans différents domaines, pas juste à la radio, que comme animateur de radio, de tribunes téléphoniques, de lignes ouvertes et autres, et comme polémiste, si on peut le dire ainsi. Donc, c'est ça. Donc, je me suis pas souvent fait des amis dans le niveau syndical, mais je suis quand même capable de reconnaître qu'il y a des moments dans la vie où il est efficace, le syndicat. Le lockout du côté d'Alma à la luminerie de Rio Tinto. Bien expliqué, bien présenté, oui, ça valait la peine de faire ce conflit-là, de refuser le contrat de travail, d'aller se battre pour quelque chose qu'on n'a peut-être pas gagné du côté syndicaliste, mais on a éveillé des consciences. Ça, c'est important aussi. Parce que la conscience que tu éveilles, c'est comme une graine que tu plantes. Il suffit de l'arroser par la suite et elle va grandir. Donc, c'est ça. Mon Dieu, je suis rendu sage. Et par la suite... un très bon pédagogue. Ah ouais. Et par la suite, ben c'est ça, ce conflit-là, pour moi, il était nécessaire. Et là, il y en a un qui se présente dans le domaine de la construction, qui Ouais, sera à surveiller. Ça va perturber. Hein. Oui. Et on parle là aussi de la mobilité de main-d'œuvre, des régions comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean qui vont faire des travaux sur la Côte-Nord, qui maintenant sont rendus en Outaouais, parce que dans ces cas-là, les entreprises d'ici vont là-bas faire des contrats, et ça dérange, et ça dérange. Et là, on veut réglementer ça, on veut se protéger, et je pense pas que ça passe, parce que si on a connu l'ère de la mondialisation, attachez votre sucre, là, c'est l'ère de la mobilité. Ouais, sauf que Effectivement. ça, on va y revenir. Oui, un jour, on aura le mais, temps. non, mais on va y revenir sur ce sujet-là parce que c'est en train de se préparer et je pense que d'ici la fin de la saison 8, ça va faire l'actualité avant même que ça se passe. Là, parce que J'ai toujours été visionnaire. Ouais, oui. ce qu'on appelle en termes radiophoniques un bon teaser. Hein? Oui, c'est un bon teaser. Ouais. Alors, messieurs, on va poursuivre maintenant avec notre invité de la semaine qui n'est pas un invité. Alors, voici notre invité qui n'est pas un invité. Attention, attention. Voici notre invité de la semaine. Alors, on donne le micro à notre ami Marc Privé. Marc, j'aimerais t'entendre nous parler d'entrepreneuriat et de tout ce qui se passe parce que là, depuis ta dernière chronique, là, il s'est passé beaucoup de choses et il va se passer beaucoup d'autres choses. Effectivement, Ben, il s'est passé énormément de choses. Oui, il y a eu les grèves, tout ça, là, à l'automne, mais je te dirais que, justement, moi, je reviens. Il y a une association au cégep qui s'appelle le PEC. Le PEC, c'est le pôle en éducation entrepreneuriale au collégial qui regroupe 25 cégeps un peu partout au Québec. On a eu un colloque la semaine dernière où on était une quinzaine de cégeps représentés, où on a échangé justement sur tout ce qui se fait. C'est combien de personnes sont à peu près qui vont là? Ben, tu vois, la semaine dernière, on était un par cégep, plus quelques représentants, peut-être une 15 à 20 au total. OK. Mais habituellement, souvent, on va se ramasser une trentaine, 30, 35 personnes. OK. Puis on échange sur l'entrepreneuriat éducatif. Donc, mais ce qui est le fun, c'est qu'on travaille vraiment, on couvre l'ensemble de l'enseignement, de la pédagogie entrepreneuriale, parce qu'on parle, oui, de pédagogie entrepreneuriale qui est vraiment dans les classes, mais on parle aussi beaucoup des projets parapédagogiques. Donc, il y a un peu des deux. Puis comme le pôle regroupe autant des professionnels, donc des conseillers pédagogiques en entrepreneuriat, des choses comme ça, que des professeurs, des enseignants comme moi.
bien, ça l'emmène une belle discussion, ça l'emmène des bons échanges là, à ce niveau-là. Fait que, moi, ça m'a permis de voir la semaine passée, justement, parce qu'on a été reçus par le cégep Garneau et le cégep de Limoilou. Ça nous a permis, de voir qu'est-ce que font ces cégeps-là, aussi le cégep Sainte-Foy, puis de voir où ils sont rendus, puis de voir certains cégeps comment... Puis selon la grosseur, tu sais, il y en a qui sont beaucoup plus avancés que d'autres en entrepreneuriat. Puis c'est le fun parce que le fait d'être regroupés ensemble comme ça, bien, ça vient alimenter autant les plus gros cégeps, comme, tu sais, je pense au cégep de Québec, que ce soit Garneau, Sainte-Foy ou Limoilou, c'est des cégeps de 3 000, 4 000 étudiants. Nous, ici, on est à peine 2 000, tu sais. Ah ouais. Fait que c'est pas la même game nécessairement. Tu sais, à Limoilou, il y a une conseillère pédagogique en entrepreneuriat, une professionnelle, puis elle a une technicienne qui travaille avec. OK, ils sont deux, là. Tu sais, à Sainte-Foy, ils ont un service de l'entrepreneuriat et de l'international où il y a une conseillère pédagogique où ils travaillent. Il y a vraiment des plans cadres, des choses qui intègrent ce que nous, on fait en comptabilité et gestion. Donc, de mettre des choses entrepreneuriales dans nos cours. Eux, ils sont rendus plus qu'en administration. Ils sont rendus dans différents programmes. Mais ça, c'est le fun parce que ça nous permet d'échanger là-dessus puis de voir qu'est-ce qui se passe, de voir qu'est-ce qui se fait, de visiter. Tu sais, à Limoilou, on a visité le Fab Lab, ce qui est vraiment super génial, là. Comment vous vous situez, exemple, au cégep de Chicoutimi versus les autres cégeps, là, avec ce que tu as vu, là, justement, de ces rencontres-là? Ben, écoute, c'est différent. Moi, OK. je te dirais, avec les moyens qu'on a, parce qu'il ne faut pas se le cacher, quand tu as un plus petit cégep, tu as moins de moyens. Moi, je trouve qu'on réussit quand même beaucoup de choses. Tu sais, si je regarde au niveau pédagogique, ben, nous autres, chez nous, au niveau du département, c'est intégré. Je sais aussi que, bon, l'automne dernier, ben, c'est sûr que le fait d'avoir gagné le Force Avenir, là, l'automne passé, ça a ouvert des portes, là. Mais il y a des départements maintenant qui viennent me voir et je suis allé rencontrer des départements ici au cégep pour vraiment rencontrer les étudiants, puis commencer à parler d'entrepreneuriat. Puis ça a suscité beaucoup d'intérêt, là. Tu sais, cette session-ci, ben, la session dernière, puis cette session-ci, j'accompagne actuellement 7 étudiants qui ont des projets de démarrer en affaires. Donc, ils veulent démarrer des choses. Il y en a même un là-dedans qui a déjà son entreprise. Ah, wow, OK. Puis, ce qu'il veut, ben, il va aller encore plus loin. Tu sais, fait que puis ça, ben, c'est le fun. C'est le fun de voir ces jeunes-là, mais c'est le fun aussi de sensibiliser. Tu sais, parce que si on ne sensibilise pas les jeunes, ils ne pourront jamais penser un jour, je vais devenir un entrepreneur ou un jour, je vais être ce que moi j'appelle un intrapreneur, quelqu'un qui va s'impliquer, qui va être un bon citoyen, qui va faire un peu comme nous on fait là, au cégep. On n'est pas des entrepreneurs pour le cégep, on est des enseignants, mais on fait un petit peu plus que le travail. Dis-moi, Marc, vous parlez d'entreprise, création d'entreprise, mais est-ce que vous regardez aussi à la relève entrepreneuriale? C'est-à-dire, on sait qu'il va y avoir des milliers, là, pour ne pas dire des dizaines de milliers d'entreprises qui vont être à reprendre parce que ces gens-là vont partir à la retraite puis ils n'ont personne à qui passer les rênes, ne serait-ce que dans leurs employés. Est-ce que vous regardez ces volets-là avec les étudiants? Ça fait partie des choses. Et d'ailleurs, tu vois, on avait c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, en tout cas, on a eu une rencontre pour le défi aux entreprendre. Et c'est quelque chose qu'on veut amener parce que là, pour l'instant, on voit en création d'entreprise, mais la relève est tout aussi importante. Oui, c'est ça. Puis il y en a des jeunes, puis c'est pas évident, il faut les aider à reprendre les rênes de ces entreprises-là. Puis on perd des entreprises parce que justement... Il n'y a pas de relève. Il n'y a pas de Ah, relève. c'est ça. Il y Puis a souvent, personne. c'était dans la famille ou des gens, mais nombre de fois dans les dernières années qu'on a vu ça, les gars. On ferme Ouais. parce que j'ai personne pour c'est prendre ça. la relève. Exactement. Et souvent, l'idée du jeune qui veut démarrer peut s'associer à quelque chose d'existant et donner un deuxième Ben, souffle, c'est ça. justement, Ben, à tu cette vois, entreprise. c'est que l'entrepreneuriat, avant ça, c'est de l'entrepreneuriat individuel. C'est ça. De plus en plus, aujourd'hui, on va aller vers le modèle coopératif. Ouais. C'est le fun parce Le que modèle chef d'orchestre là, qu'on Ouais, appelait. Là. C'est ça. C'est le fun parce que là, on peut, je sais pas, on travaille tous les 4 dans la même compagnie, puis au lieu que la compagnie ferme ou que l'entreprise ferme, ben c'est nous autres qui devenons actionnaires, puis puis là, on devient... C'est encore plus exigeant, par exemple. Parce que là, tu es ton propre boss, puis C'est je ça. suis ton Ouais, ouais. boss. Les puis- décisions ne sont pas les mêmes non plus. Non. Non, mais c'est d'autres challenges, j'imagine, que vous allez être capable d'explorer. Oui. Puis c'est le fun d'aller voir aussi, des fois, un peu ce qui se fait ailleurs. Puis est-ce que les installations vous ont donné peut-être des idées? Oui, bien, tu sais, moi, ce que je trouve intéressant, parce que là, c'est sûr qu'on parle beaucoup de parapédagogique pour le côté, là, démarrer des projets, des choses comme ça. Mais moi, le côté qui m'intéresse encore davantage, c'est vraiment le côté pédagogique. C'est le côté de dire, peu importe le cours. Tu sais, il y avait une conférencière qu'on a eue qui s'appelle Karine Germain est en tourisme.
elle applique de la pédagogie entrepreneuriale dans ses cours. Donc, ce qu'elle fait, c'est vraiment faire vivre des expériences à ces jeunes jusqu'à temps qu'ils se plantent, mais pas trop, pour qu'ils apprennent vraiment. Donc, c'est, qu'ils qu'ils soient autonomes dans ce qu'ils font. C'est comme elle expliquait, elle disait, c'est comme, je les laisse descendre, mais à un moment donné, quand tu descends en ski, là, les skis se croisent. Fait que là, elle va intervenir. Ça dépend comment tu skis. Comme maintenant, quand les skis ne sont pas trop croisés, là, c'est là que tu vas intervenir, avant qu'ils se plantent, qu'ils se fassent mal. Fait qu'elle aurait pu m'aider. Excuse-moi, Marc, j'aime ça skier. Bon, je touche à du bois parce que je voudrais pas avoir un accident, là, mais normalement, quand tu arrives pour. C'est pas savoir. Oui, mais au début, quand tu as commencé, tu faisais du chasse-neige, hein? Oui, c'est ça. OK, c'est bon. Parce que les jeunes, ils expérimentent, ils essayent des choses. Donc, à ce moment-là, c'est là la différence. Puis c'est ça qui est peut-être un peu plus exigeant parce qu'il faut s'adapter. Il faut s'adapter à chacun des étudiants parce que c'est pas pareil. Ils n'amènent pas le projet de la même façon. Tu le sais, Benoît, tu fais de la gestion de projet. Puis en gestion de projet, chaque projet est différent. Il n'y en a pas un qui est pareil. Fait que c'est un peu ça, faire de la pédagogie entrepreneuriale. C'est de la pédagogie expérientielle. C'est sûr que tu ne peux pas l'appliquer dans tous les domaines, tu ne peux pas l'appliquer dans tous les cours, mais ça se fait. Je regarde dans SPU, je suis sûr qu'il y a plein d'expériences, ils vous laissent saler, ils vous laissent vivre des expériences. Puis à un moment donné, s'ils voient que tu es pour te planter, ils te laissent peut-être te planter un petit peu, mais là, ils interviennent après. Bien, ça en est de la pédagogie entrepreneuriale. C'est de travailler des valeurs, des choses, des compétences qu'on ne travaillerait pas autrement, qu'on n'est pas nécessairement pris par la... qu'on ne prend pas le jeune par la main, qu'on l'amène jusqu'au bout. C'est le jeune qui fait des... Pour ce qui s'en vient, là, à cette heure, tu viens de revenir de ça. Qu'est-ce qu'on a dans les 3 prochains mois au cégep, entre autres, en ce qui a trait à l'entrepreneuriat? Il y a beaucoup de choses. D'abord, c'est sûr qu'il y a le défi aux entreprendre. Fait que là, il va y avoir des projets à déposer, quelques projets à déposer pour le concours local, régional et après ça national. Il y a le Force Avenir aussi en entrepreneuriat. Lui, on est au courant parce qu'on a reçu combien de publicités avec ta face dessus. Marc est lauréat de Force Avenir l'automne dernier. C'est vrai, oui. Comme personne ressource, c'est ça? Oui, c'est ça. Et là, le cégep utilise ton visage. Mon visage. Ah oui, il est partout. J'ai un cachet. Là. Donc, si j'ai un projet, moi... J'espère bien payant. J'ai un projet d'entreprise, je peux te le soumettre, Marc? Oui, on va... OK, parfait. Donc, c'est ça. Donc, il y a Force Avenir, bien entendu, avec les dépôts de concours. Il va y avoir, bien entendu, à la fin de l'année aussi, le gala reconnaissance du cégep où on reconnaît des choses, les étudiants. Il y a le bootcamp, qui est un peu de l'entrepreneuriat avec en comptabilité et gestion qui s'en vient la semaine prochaine avec nos étudiants, une demi-journée d'activité. Mais on ne peut pas trop en parler. Mais on ne peut pas trop en parler maintenant. Il y en a peut-être qui vont nous écouter. Oui, c'est ça. Je garde des surprises. Bon, qui vont savoir qu'est-ce qui va se passer. Exactement. Et donc, mais il y a beaucoup de choses. Entre autres, ce matin, j'étais en discussion avec les gens du Défi 48 et de Rio Tinto, qui sont le partenaire du Défi 48. Le Défi 48, c'est de prendre des jeunes pendant 48 heures. Ils partent de zéro, ils créent quelque chose, un produit, peu importe, et ils ont 48 heures pour faire des ventes. Puis l'équipe qui fait le plus de ventes gagne le prix. Fait que ça, habituellement, ils venaient dans la région, mais ils étaient plus au mois de juillet, donc c'était plus difficile d'avoir les équipes. Mais suite à des discussions avec Charles-Antoine, maintenant, ça va être le premier fin de semaine de mai. Okay. Donc, nos jeunes sont encore ici dans la région. Au début des examens. Juste un peu avant. Juste un peu avant les examens. Fait que ça, en tout cas, on espère avoir 7, 8, 9, une dizaine d'équipes. Là, ça serait vraiment génial pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est une équipe, les gars? Oui, c'est ça, côté vente, moi. Non, mais il faut être côté étudiant. vente, Il faut être étudiant. faut être étudiant. Il y a juste PO qui va pouvoir encore. OK, non, mais je recrute PO, Sylvain quand même. c'est Moi, ça, Inscris-toi et on va t'aider. Le gars, il arrive de nulle part. C'est sûr. Donc, Marc, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Non, c'est pas mal ça. c'est- Donc, on va avoir encore, je pense, une session assez animée. occupé. Je suis même pas inquiète pour toi. Tu serais déjà parti à la course si ce n'était de tes béquilles. Il fallait bien que je le plug à quelque C'est part. sûr et certain. OK. Alors, écoutez, c'est ce qui complète notre premier épisode de la saison 8. Merci, messieurs, d'avoir parlé de syndicats. Merci, messieurs, d'avoir parlé d'entrepreneuriat. J'espère que pour vous, à la maison, vous avez apprécié. Alors, il ne me reste qu'à vous dire, les amis, ciao, ciao. Ben,